Je me trouve au domicile de notre cher collègue Ricardo Bocco, professeur à l'Institut, et je suis très heureux de pouvoir t'interviewer. Je voudrais retourner sur la Palestine et j'aurais deux questions. La première, c'est comment tu évaluerais, comment tu décrirais la portée plus générale du cas palestinien pour comprendre le monde d'aujourd'hui? Quel est l'enseignement de la crise palestinienne qui dure depuis des décennies pour comprendre au fond et éclairer la manière dont le monde d'aujourd'hui est gouverné? Et l'autre question, qui est presque l'aboutissement de la précédente question, c'est comment tu évalues l'évolution de la situation depuis les attaques du 7 octobre 2023? Ouais. Depuis le 7 octobre, la Palestine est redevenue un enjeu, non seulement local, moyen-oriental, mais international. Il le fut, la Palestine, dans les années 70-80, mais 93, il y a un grand changement. En gros, jusque-là, si on était en Jordanie, comme ce fut mon cas pendant une dizaine d'années, il y avait un grand sujet tabou, qui était la question palestinienne. De ça, on n'en parlait pas. Après la guerre civile de 70-61, la question palestinienne, c'était pas quelque chose dont on discutait dans les bistrots. Mais disons, la signature des accords sous la houlette de Bill Clinton à Washington en septembre 1993 ouvre soudainement la boîte de Pandora. Parallèlement, Jean Métral à Lyon, il dit « Il faut maintenant que tu postules. » Donc, à l'époque, il y avait un institut. Les Français ont 42 instituts de recherche de par le monde, dont un certain nombre au Proche-Orient. À l'époque, il y avait un institut qui s'appelait le CERMOC, Centre d'études et de recherche sur le Moyen-Orient contemporain, qui avait été fondé à Beyrouth et ensuite il avait ouvert une antenne à Amman. Alors que Beyrouth avait comme vocation de travailler sur le Liban et sur la Syrie, Amman avait vocation à travailler sur la Jordanie et l'Irak. À ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est le moment de commencer un projet sur la question palestinienne. À l'époque, les gens qui travaillaient sur la Palestine, il y avait deux choses. D'une part, et ça particulièrement chez les Français, ou on travaillait en Israël ou en Palestine. Mais on ne pouvait pas travailler à cheval. Comme si, ça je trouve toujours trouvé absurde, surtout quand on n'est ni palestinien ni israélien, il faut écouter, regarder des deux côtés. Mais bon. Mais l'autre question était que, comme les frontières s'étaient ouvertes, il était désormais possible de travailler en Cisjordanie, à Gaza, et j'ai dit au conseil scientifique du CERMOC, je vous propose une option de projet sur la Palestine à titre comparatiste. Et là, j'ai mis sur pied le premier projet sur la Palestine qui portait sur les réfugiés palestiniens dans les camps de réfugiés. Histoire orale, mémoire. Parce que à l'époque, la quantité plus importante d'études était un peu stratosphérique. C'était high politics, mais on perdait de vue de qu'est-ce que devenait ou était devenue la société palestinienne, comme on ne pouvait pas faire du terrain, bref. Et donc là, c'était assez intéressant. Et dans un premier moment, j'ai cherché des financements. Oui, parce que le Quai d'Orsay m'avait dit « on ne vous donne pas d'argent ». J'ai dit « je m'en occupe ». Et j'ai eu la chance parce que les premiers financeurs, ça a été 200 000 francs à l'époque. La coopération suisse, Annick Tonti, ancienne de l'UED, était devenue la
représentant de la coopération suisse et par la suite fonction diplomatique auprès de la nouvelle autorité palestinienne en Palestine. Ils avaient le bureau à Jérusalem. Quand je lui présente le projet, il me dit « Génial, on vous finance ». Donc, je commence à dire « Ok, là, on peut mettre sur pied une équipe ». Et je me suis dit, j'aimerais mettre sur pied une équipe mélangée, moitié européen, moitié arabe, palestinien aussi, mais aussi non palestinien, mais arabe. Bref, après les Suisses, j'ai eu l'Union européenne qui a mis 100 000 euros, et enfin les Suédois, 100 000 euros aussi. Ce qui m'a permis de mettre ensemble 10 chercheurs pendant 3 ans, et ils étaient tous des doctorants. Donc, en quelque sorte, ils effectuaient une recherche, ils faisaient leur doctorat. C'était magnifique. C'était magnifique. J'ai beaucoup appris. Et donc, au retour, c'est 99 septembre, je passe une première année, je dispense des cours, le tronc commun de sociologie politique du développement, et, bref, autre chose. Et 2000, l'été 2000, juillet 2000, c'est les négociations de Camp David. Le processus d'Oslo avait fait faillite. C'était une sorte de dernière chance pour essayer de trouver des compromis entre Israéliens et Palestiniens. Les pourparlers échouent. Et quelques mois après, fin septembre, début octobre 2000, c'est la deuxième intifada qui commence. À ce moment-là, je suis contacté par la coopération suisse, en particulier le vice-directeur du bureau de Jérusalem, Fritz Fröhlich, avec qui on était devenus amis, et qui me dit, écoute, tu veux bien m'accompagner? Parce qu'ayant travaillé sur les réfugiés palestiniens et sur l'UNRWA, la Suisse à l'époque coordonnait le comité des donateurs de l'UNRWA. Et c'était Fritz, le coordinateur au nom des Suisses. Donc, novembre, il y a une réunion à Montreux, où il y a une vingtaine de pays donateurs les plus importants qui viennent. Et Fritz dit, écoutez, on a déjà fait l'expérience de la première intifada. Et on avait un problème de données. Aujourd'hui, on aurait besoin de savoir, par rapport à ce que nous allons faire en termes d'aide humanitaire, qu'est-ce que la population civile palestinienne pense? Quelles sont ses priorités? Il dit, je vous propose de mettre sur pied une équipe. Le contrat était entre la coopération suisse et 6 agences onusiennes qui ont financé, pendant les 3 ans qui ont suivi, le travail que j'ai mis sur pied avec une équipe en Cisjordanie à Gaza, de sondages tous les 6 mois auprès des Palestiniens dans les camps de réfugiés à l'extérieur sur leur quels étaient leurs besoins. Donc on travaillait l'âge, marché du travail, santé, aide alimentaire, etc. Et donc, j'ai commencé à vivre dans les valises entre Genève et Jérusalem, où j'avais loué un petit appartement. Je passais en gros 2 semaines par mois en Palestine, 2 semaines par mois ici à Genève. Ce fut un concours de circonstances, encore une fois, où la Suisse, j'ai eu la chance d'être en Suisse, de travailler avec les Suisses et d'étudier en Suisse en partie, parce qu'à l'époque, la Suisse était vraiment active au Proche-Orient et en Palestine en particulier. Les choses ont bien changé. Oh oui, depuis 2018, depuis que M.
17, en fait, novembre 2017, depuis que M. Ignazio Cassis est arrivé au ministère des Affaires étrangères, ben là, la Palestine, c'est comme ça. Mais en 2004, ça répare avec un autre contrat, puisque les Suisses organisent l'Assemblée générale des donateurs à Genève, juin 2004. L'Assemblée générale a deux décisions. Un, nécessité de réforme organisationnelle de l'agence, et deux, la nécessité de produire des données sur lesquelles l'agence, les décideurs, prennent des décisions. D'où le gros contrat qu'on a fait avec l'Institut, c'était un contrat de 1 425 000 $ à l'époque, pour faire un sondage sur les conditions socio-économiques des réfugiés palestiniens à l'intérieur des camps et à l'extérieur, Jordanie, Syrie, Liban, Gaza et Cisjordanie. C'était un travail assez fou, mais encore une fois magnifique, puisque d'une part, je vivais dans les valises. Les attentats dans lesquels tu as été aussi. Oui, en 2005, j'ai échappé de peu un attentat kamikaze. En fait, c'était une colonne de l'hôtel Radisson qui m'a sauvé la vie. À Amman, en novembre 2005, le 5 novembre. 36 personnes ont été tuées, c'était pendant un mariage. Nous, on était avec l'équipe à l'hôtel où l'UNRWA nous avait été mis, nous avait logés, parce qu'on commençait à travailler sur les résultats de l'enquête, qui aura pris ensuite 2 ans pour être peaufiné. Et en 2007, on va à Gaza pour présenter au headquarters de Gaza, au commissaire général, les résultats de la recherche. Et j'oublierai jamais, c'était un jeudi. On termine plus tôt que prévu. Et donc, j'appelle un ami qui était dans le camp de Chat à Gaza City, près de la plage, que je voyais très souvent, et je lui dis si tu es libre, on se voit. Et d'habitude, on se voyait, on se donnait rendez-vous dans un petit square dans le camp. Et ce soir-là, j'arrive plus tôt que prévu. Je m'assieds dans ce square, il y avait un monsieur qui faisait du café. Je prends un café, tandis que je suis en train de boire un café, j'entends des tirs de fusil, puis mitrailleuses, en fait. Je vois des gens qui courent. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je me lève. Et à ce moment-là, heureusement, le monsieur du café me prend par derrière, me jette par terre, et une rafale de Uzi nous passe sur la tête. Le Uzi, c'est le Kalachnikov, version israélienne. Après ça, je me suis dit, bon, suffit. Oui, enfin, ce qui s'était passé, par ailleurs, je n'ai pas expliqué, c'était une équipe de Moustarabine, les unités spéciales israéliennes, qui couraient après des Palestiniens, peut-être du Hamas, je n'ai aucune idée, mais enfin, ils tiraient n'importe où. Au fur et à mesure de l'avancement de l'occupation israélienne, des soi-disant plans de paix qui n'en étaient pas tels, en gros, les États-Unis et l'Europe se sont toujours contentés de gérer ce conflit et pas de le résoudre. L'instrument privilégié de la politique étrangère des Européens et des États-Unis, c'était l'aide humanitaire. Mais le problème est devenu double, non seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous regardez, depuis 1945, lorsque le droit international, après le procès de Nuremberg, est devenu la pierre angulaire des relations internationales,
Aujourd'hui, ce droit international est complètement bafoué. Il a été bafoué particulièrement ces 2 dernières années, non seulement dans la guerre russe-Ukraine, mais aussi et surtout à Gaza. Alors, là, il y a une question qu'on peut bien se demander. Comment est-il possible qu'une société, la société juive israélienne, dont un certain nombre d'ancêtres ont été des victimes directes de la Shoah, de l'Holocauste, comment c'est possible qu'à un moment donné, à la 4e génération, ces mêmes juifs israéliens deviennent des génocidaires? Je répondrai en disant que, il y a une énorme responsabilité tout d'abord de la part de l'Europe et des États-Unis, puisque le traumatisme de l'Holocauste est énorme. Mais ni Européens ni Américains ont travaillé à aider les Juifs dans la diaspora et en Israël en particulier à dépasser ce traumatisme. Au contraire, on les a enfoncés en disant oui, 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 vous êtes les victimes, vous êtes les victimes, vous êtes les victimes. Ce que les gouvernements israéliens successifs ont repris comme argument. Ce que je veux dire concrètement, c'est que quand vous regardez à la société israélienne et l'Occident, en 1948, quand il y a la guerre israélo-arabe et 750 000 Palestiniens qui deviennent réfugiés, le premier lot de réfugiés palestiniens, ça contredit le mythe israélien d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est insupportable pour les Juifs, en général. Et qu'est-ce que fait l'Europe et les États-Unis? Ils font un peu ce qu'ils avaient fait avec les Juifs pendant la période de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie. Ils détournent le regard. Ils ne veulent pas voir ce qui se passe en Palestine. Les Nations Unies vont promulguer la résolution 194 sur le droit au retour et à la compensation des réfugiés, qui ne sera jamais appliquée, même si cette résolution est le préalable officiel pour l'entrée d'Israël aux Nations Unies. Les Nations Unies, en 1949, sont sans équivalent avec les Nations Unies aujourd'hui. C'était un petit groupe de 50 États où les États-Unis avaient moyen de convaincre tout le monde, donc à accepter Israël malgré le fait qu'il n'avait pas mis en œuvre la résolution 194, bien. La société israélienne, à l'époque, va connaître une forte immigration juive des pays arabes, puisque la majorité des Juifs qui, à partir de 1948, vont détenir le pouvoir d'abord via le Parti travailliste et puis le Likoud, sont des Ashkénazes, c'est-à-dire des Juifs d'Europe orientale et centrale qui ont immigré pendant les années du mandat britannique en Palestine. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que dans un premier moment, il y a une situation d'apartheid, et je pèse mes mots, à l'intérieur de la société israélienne juive elle-même. Parce que les Mizraïm et les Séfarades seront discriminés fortement par les Ashkénazes. Il y a plein d'histoires à raconter au sujet, peu importe. Mais la question est toujours la même. Les gouvernements israéliens successifs continuent à dire « nous sommes les victimes par excellence ». Et deux, il faut rester unis parce qu'autrement, les méchants arabes qui veulent nous jeter à la mer, ils vont nous manger. Donc, on met sous le tapis tout conflit interne à la société israélienne juive en particulier. Et ensuite arrive 67. 67, c'est l'occupation, mais c'est la guerre des 6 jours. C'est une démonstration fabuleuse de la supériorité militaire et technique des
des Israéliens face aux armées arabes. Et à ce moment-là commence le préalable, ce que j'appelle le préalable au génocide, c'est-à-dire commence l'occupation. L'armée israélienne est une armée de milices, comme l'armée suisse. D'ailleurs, c'est sur l'exemple de l'armée suisse que les généraux de la Haganah étaient venus en 1949 à Bâle, avaient discuté avec les généraux suisses, et le modèle de la milice était parfaitement adapté à la situation d'une société israélienne qui était multi-ethnique, plusieurs langues, enfin. Et donc, les Israéliens ont comme devoir les garçons un service militaire obligatoire de 3 ans, les filles de 2 ans, et chaque année, ils reviennent pour des périodes plus ou moins longues, prêter service. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire être dans une armée d'occupation? Eh bien, ça veut dire faire un sale boulot. Concrètement, ça veut dire que on va mettre plein de checkpoints, pas nécessairement parce qu'on craint des terroristes, mais parce qu'avec les checkpoints, on va priver les Palestiniens d'une mobilité quelconque, enfin, par rapport au travail, par rapport aux études, à tout ce que vous voulez. Ensuite, les checkpoints vont devenir un lieu privilégié pour recruter des collaborateurs, pour emprisonner des gens. Les prisons seront un deuxième lieu de recrutement des collaborateurs. Bref. Donc, les gouvernements israéliens successifs ont sacrifié, à mon avis, des générations de jeunes dans le travail de l'armée de l'occupation, qui a eu comme produit quoi? La déshumanisation de l'autre, de l'ennemi palestinien. La déshumanisation s'est faite progressivement à travers, dans les relations israélo-palestiniennes, sur le terrain, à travers l'occupation. Lorsque, le 7 octobre, Hamas attaque à l'extérieur de Gaza et tue environ 1200 juifs israéliens, 2/3 des civils, la réaction israélienne est tout d'abord de dire mais c'est un pogrom. Ce qui est impossible parce qu'un pogrom ne peut être effectué que par un État et pas par un mouvement de résistance. Bon, peu importe la terminologie, mais en gros, ils sont de nouveau les victimes, sont toujours les victimes. Pas de réflexion, aucune, sur le fait que dans les 5 années qui ont précédé, enfin dans les 5 années, depuis 2008-2009, il y a 4 guerres à Gaza, menées par l'armée israélienne, où le nombre de morts palestiniens, mais il est 10 fois supérieur à ceux de l'attaque du 7 octobre. Ne parlons pas des blessés. Aucune réflexion sur tout ça. Et surtout, c'est la première défaite qu'Israël subit après la guerre de Yom Kippour en 1973, où ils avaient été surpris, bref. Donc, ça brûle. Et là, la vengeance, la cruauté se déchaîne. Se déchaîne avec, à tous les niveaux. Petit détail de grande importance, c'est que, entre-temps, au cours des 10 dernières années, les membres de l'armée, les officiers et nombre de la troupe sont des religieux. Les religieux, en particulier après 2005, lorsque Israël quitte Gaza, eh ben, les religieux disent, ben voilà, Sharon nous a trahis, a chassé nos colons de Gaza, ben, il faut investir l'armée pour être nous aux commandes. Et ils arrivent à le faire. Ils arrivent à le faire et on le voit concrètement, puisque que ce soit les ministres Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich,
des messianistes religieux au gouvernement, mais surtout ceux dans l'armée. Et donc, c'est des carnages. C'est ce que les Nations Unies ont défini comme un génocide. Et donc, ce que je veux dire, il y a des victimes de deux côtés. Les premières victimes, c'est les Palestiniens. Mais le jour où les Israéliens se poseront la question qu'avons-nous fait de l'autre côté, parce que c'est une société qui potentiellement s'effondre. Alors, je reviens aux Européens et aux Américains qui se disent être les amis indéfectibles d'Israël. Si tu as un ami qui veut se jeter en bas d'un pont, tu lui dis oui, oui, jette-toi. Non, tu essaies de le tenir. Bah, face aux Israéliens, ils le laissent aller vers un suicide collectif. Et, comment dire, on est dans une situation où l'Occident a perdu sa boussole, ne parlons pas des Israéliens, et la situation sur le terrain est de plus catastrophique. Mais surtout, le plan Trump, soi-disant un plan de paix, est bien l'exemple de comment, entre 1945 et aujourd'hui, la vision a basculé. On avait un droit international. Aujourd'hui, on a la force brute. Trump n'a pas négocié avec les Palestiniens, a négocié avec les Israéliens, mais il a dit, soit vous faites ce que je vous dis, il dit aux Palestiniens, vous acceptez mon plan, soit je laisse Netanyahou terminer son boulot. Littéralement, c'est ce qu'il a dit. Et Netanyahou, il a dit, hey, stop maintenant, tu m'écoutes. Et Netanyahou n'a pas pu faire autrement pour le moment. Enfin, bon, le plan Trump est largement favorable pour le moment aux éventuelles stratégies de Trump. Il est largement favorable parce que c'est un plan qui évacue le droit international. Première chose. Et deuxième chose, les 20 points du plan, bah, c'est le pragmatisme de what is working out. C'est-à-dire, on va voir, si on arrive à faire un cessez-le-feu qui tient, bah, on pourra imaginer de faire ça, ça et ça. Éventuellement de passer au point 2. Bah, le point 2, aujourd'hui, qui est celui de mettre sur pied une force de stabilisation militaire, un gouvernement de transition, etc., etc. Bah, pour le moment, ça n'a pas bougé. Mais c'est quoi ça? Le plan Trump est ce que j'appelle un projet de genocide washing. C'est-à-dire que quand vous lisez son plan, vous voyez que c'est seulement au 19e point et au 20e où il dit « Et puis, il faudra aussi avoir des réunions entre Israéliens et Palestiniens par rapport à ce qui s'est passé. Hein? Donc, il faudra qu'ils redeviennent copains-copains d'une façon ou d'une autre, mais pas de accountability, pas de responsabilité, pas de compensation aux Palestiniens. Rien du tout, rien du tout. » Ricardo, je crois qu'il était venu le temps de conclure, mais peut-être au-delà de te remercier pour ta générosité, est-ce que tu voudrais finir par une note plus centrée sur l'histoire de l'Institut, et si tu voulais peut-être faire un bilan de ton passage, plus que de ton passage, mais de ta carrière à l'IED d'abord et à l'IHEID ensuite, très brièvement. Ben, difficile de faire un bilan. Je peux dire plein de choses. Par ailleurs, j'ai pris ma retraite en 2022, mais j'ai toujours un pied parce que depuis que j'ai pris ma retraite, j'avais encore 6 doctorants. 3 ont passé leur doctorat, j'en ai encore 3. Et puis, je suis un peu en continuation pris dans des activités avec les uns et les autres. Ma fille me dit toujours, mais papa, tu es à la retraite ou quoi? Bref, non, moi je suis globalement très reconnaissant aux 2 institutions, IUED d'abord et IHEID ensuite, pour la générosité qu'on m'a montrée, l'aide et la possibilité
de développer les recherches que j'aurais souhaitées et de trouver chez des collègues et des étudiants, parce que j'ai beaucoup appris par mes étudiants. Mes doctorants m'ont beaucoup appris. Hein. Donc, je suis extrêmement reconnaissant de ces possibilités qui ont permis de faire ce parcours, et d'autant plus qu'aujourd'hui, la liberté académique et d'expression que m'a permis l'Institut est plus que jamais remise en question, y compris en Suisse. Et quand on travaille sur la question palestinienne, dans le temps, il y avait un Röstigraben, maintenant il y a un Gazagraben, entre ce qu'on peut dire et faire en Suisse romande, ce qui n'est plus possible de dire ou de faire en Suisse alémanique, par rapport, Briciola, par rapport à ce qu'il serait convenu de pouvoir affirmer ou dire. Voilà. Merci infiniment, Ricardo. C'est moi. C'était un grand plaisir. Ouais. Pour mon chat aussi, hein, parce qu'elle est quotidiennement informée sur tout ce qui se passe. Briciola, oui, oui, oui. Elle est pro-palestinienne d'ailleurs. Pas antisémite, mais pro-palestinienne. Briciola. On la remercie aussi pour son accueil e son ospitalité. Oui. Merci, Briciola. Grazie. Hai visto, Briciola? Per fortuna che sei venuto.